L'une des premières choses qui vient à l'esprit de chacun lorsqu'on évoque la condition physique du combattant est sa capacité à réaliser des efforts intenses sur le plan cardiovasculaire. Avoir la caisse, comme on dit. Cette qualité dite d'endurance est effectivement l'une des qualités déterminantes dans les sports de combat. Pour développer l'endurance, il est donc nécessaire de réaliser des exercices de durée et d'intensité adaptés. Pour débuter cette séquence sur le développement de l'endurance, il est nécessaire de faire quelques rappels de physiologie. Pour produire un effort par le biais de contractions musculaires, il est nécessaire d'avoir une source d'énergie. C'est l'ATP ou l'adénosine triphosphate. Elle est présente au sein de la fibre musculaire et donc immédiatement utilisable. En revanche, elle existe en très petite quantité, de quoi assurer un effort explosif de très courte durée. L'ATP doit ensuite être renouvelé par le biais de diverses sources pour pouvoir continuer les efforts. Ces sources, les traitements effectués et les déchets produits permettent un classement en 3 grands types de filières énergétiques. La filière anaérobie alactique, la filière anaérobie lactique, la filière aérobie. La filière anaérobie alactique. L'ATP est resynthétisé grâce à l'ADP, adénosine diphosphate. C'est une molécule issue de l'ATP après dégradation. Associée à la créatine phosphate qui est présente dans les cellules musculaires, elle va permettre cette resynthétisation. Cette source est utilisable à intensité maximale pendant 7 à 15 secondes et ne produit pas de déchets particuliers dans l'organisme et fournit de l'énergie de façon très intense. La filière anaérobie lactique. L'organisme utilise des formes dérivées du glucide, le glycogène qui est stocké dans le foie et dans les muscles, et le glucose qui est présent dans le sang. La production permet un effort intense mais limité à une durée comprise entre 30 secondes et 2 minutes suivant l'intensité. La dégradation du glucose produit de l'acide pyruvique transformé en acide lactique s'il n'est pas réutilisé en présence d'oxygène. Cet acide lactique accumulé dans les muscles altère le fonctionnement de la contraction musculaire et participe à l'apparition de la fatigue et de la douleur musculaire lorsque la quantité dépasse un certain seuil. La filière aérobie. L'apport d'oxygène entraîne un rendement énergétique important. Plus de 90% de l'ATP synthétisé au niveau des cellules musculaires est fourni par la filière aérobie. L'effort peut durer jusqu'à 6-7 minutes à haute intensité, puis de façon quasi illimitée lorsque cette intensité décroît. Pour créer cette énergie, il faut également des apports extérieurs, majoritairement des glucides et des lipides. Les déchets de cette dégradation aérobie sont de l'eau, la sueur, et du gaz carbonique rejeté par la respiration. Il faut garder à l'esprit que les processus énergétiques démarrent tous en même temps et non pas de façon successive. C'est la nature de l'effort, c'est-à-dire son intensité et sa durée, qui va conditionner le processus prédominant sans que les autres ne soient à l'arrêt. Chaque filière est caractérisée par une capacité et une puissance. La capacité représente la quantité d'énergie disponible, alors que la puissance représente l'intensité délivrée. Pour un développement efficace de l'endurance, chaque filière doit être développée en capacité et en puissance dans cet ordre. Pour déterminer quelles filières doivent être développées dans le cadre des sports de combat, il est indispensable d'analyser les efforts réalisés durant une rencontre. On constate des répétitions d'actions explosives isolées ou enchaînées, et celles-ci sont réalisées sur un nombre déterminé de reprises, de 2 à 12 suivant la discipline, ayant un temps défini, de 2 à 5 minutes. Les actions sont entrecoupées de temps de récupération active, les déplacements, les préparations d'attaque, les récupérations, et des temps de récupération passive, on appelle communément la minute de repos, qui est compris entre 1 minute et 1 minute.
La dépense énergétique dépend de plusieurs facteurs qui auront une incidence sur la capacité du combattant à maintenir un haut niveau d'endurance et à éventuellement adapter sa stratégie. Le niveau de puissance des frappes, plus on frappe fort, plus la difficulté augmente, la longueur des enchaînements, le nombre de répétitions dans la reprise et dans le match, le nombre, le temps et la qualité des récupérations actives. Prenons l'exemple de rencontres de savate boxe française, sous les formes combat, c'est-à-dire plein contact où l'on recherche le KO, et assaut, qui est un travail à la touche et à la précision. Les chiffres suivants peuvent être extraits. Si des différences existent, on voit malgré tout qu'un haut niveau d'endurance est nécessaire avec de nombreux changements de rythme. Il y a des alternances d'actions explosives courtes et des récupérations légèrement plus longues en combat, car la puissance est bien plus importante, la puissance recherchée est bien plus importante lors des frappes. Les trois filières sont donc mises à contribution dans les sports de combat. La voie anaérobie alactique permet de réaliser des efforts très brefs et intenses, les frappes, les enchaînements. La voie anaérobie lactique permet d'effectuer des échanges puissants et répétés lors d'une reprise, mais également dans les secondes parties du combat lorsque l'organisme accumule de l'acide lactique. La voie aérobie permet de maintenir un haut niveau d'échange sur l'ensemble de la rencontre en reculant le seuil de la fatigue et favorise la capacité de récupération. Les qualités dites d'aérobie sont également indispensables pour supporter la répétition d'efforts intenses pendant toute la saison et enchaîner des séances d'entraînement de haut niveau. Avant de poursuivre le cours avec les sujets de développement de l'endurance et d'organisation des séances, il est important de s'arrêter sur le vocabulaire lié à l'endurance. Le VO2 max, c'est le débit maximal d'oxygène ou consommation maximale d'oxygène si on se place d'un point de vue fournisseur ou consommateur, d'où le VO2 max ou la VO2 max, comme vous pourrez le voir dans la littérature. Il s'exprime généralement en millilitres par minute par kilo de poids de corps pour être comparable d'un sujet à l'autre. Le VO2 max est la quantité maximale d'oxygène qu'un sujet peut prélever au niveau pulmonaire, transporté au niveau cardiovasculaire et consommé au niveau musculaire. Il est maximal chez l'adulte jeune et baisse ensuite régulièrement pour stagner vers 60 ans. Il dépend non seulement des facteurs génétiques, le système ventilatoire, le système circulatoire, le système cardiaque, les types de fibres musculaires, etc., mais aussi du mode de vie et peut s'améliorer de 10 à 50% après quelques mois d'entraînement sportif. La mesure du VO2 max permet de juger de l'aptitude d'un sujet à des exercices intenses et prolongés, car la notion d'endurance induit la capacité à maintenir un pourcentage élevé de VO2 max. Elle constitue une donnée essentielle du suivi de l'entraînement, notamment par la connaissance de la puissance maximale aérobie que l'athlète peut supporter. Le VO2 max peut être soit mesuré directement, soit estimé indirectement. La puissance maximale aérobie ou PMA. C'est une puissance de travail constatée au moment où le VO2 max est atteint. Il est exprimé en watts et la puissance maximale ne peut être maintenue que pendant 7 à 8 minutes. La vitesse maximale aérobie ou VMA. C'est la puissance maximale aérobie utilement exprimée en vitesse, mètres par seconde ou kilomètres par heure. Pour la définir, des tests de terrain sont disponibles, des tests sur piste, allant de 1500 à 3000 mètres, des tests navettes par palier, etc. Nous verrons ça plus tard dans le cours. La fréquence cardiaque maximale ou FC max. Elle est quasiment atteinte avec le VO2 max et la PMA. En effet, VO2, FC et vitesse croissent de façon linéaire jusqu'au VO2 max. À ce moment, le VO2 et la FC ne croissent plus, mais la vitesse peut encore augmenter grâce au système anaérobie. Le travail intermittent ou intervalle training. Le vocabulaire pour ce type de travail est souvent confondu et nommé fractionné. Le principe de travail intermittent, c'est de réaliser des efforts intenses entrecoupés de temps de récupération suffisants pour reprendre le travail de façon maximale.
Le but est de développer un processus physiologique ou un rythme spécifique d'effort en s'entraînant le plus longtemps possible à une intensité proche, égale ou supérieure de l'objectif final, tout en générant une fatigue modérée. Ce type d'entraînement permet donc d'augmenter la durée totale d'exercice à haute intensité. Dans ce type de séance, la fréquence cardiaque reste très élevée, même pendant les phases de récupération, parce qu'elle n'a pas le temps de redescendre. Exemple, des alternances de 15 secondes à 100-110% de la vitesse maximale aérobie et des temps de récupération de 15 secondes qui vont être entre 0 à 50% de la vitesse maximale aérobie. Le fractionné, lui, est une méthode découpant une distance à parcourir en plusieurs fractions avec des temps de récupération entre elles. Exemple, parcourir à une allure visée en compétition, 5 fractions de 2000 mètres entrecoupées de 2 minutes de récupération. Donner des séances de développement de l'endurance hors du contexte de celui traditionnellement rencontré dans les clubs n'a pas de sens. Les outils utilisés sont les suivants. La course. Elle est modulée en fonction de l'environnement et de l'objectif, soit de la course continue, de la course en navette, en côte, sur escalier, etc. Elle permet d'améliorer les différents processus énergétiques par les voies aérobie et anaérobie, destinées à resynthétiser l'ATP. Cette amélioration est transposable chez les combattants et impacte positivement ses performances. De plus, courir ne nécessite pas de grandes infrastructures ou de mise en œuvre logistique complexe. On peut réaliser les séances en extérieur, sur une piste ou dans la salle de combat. De plus, c'est l'outil le plus précis pour calibrer l'intensité et la durée des exercices en fonction des objectifs visés. Courir X secondes ou X minutes sur X mètres, d'accord, c'est assez facile à mettre en œuvre. Le cross-training. Le cross-training ou entraînement croisé cardio-force est un outil de préparation physique générale qui mélange des exercices de développement musculaire à un rythme sollicitant intensément le système cardiovasculaire. À l'aide d'exercices dynamiques en poids de corps ou avec du petit matériel, le cross-training permet de développer conjointement l'endurance et la structure musculaire. Je pense qu'ils sont parfois surutilisés car le sentiment de fatigue qu'ils induisent fait penser que cela correspond aux efforts des sports de combat. Mais s'ils ont leur place dans l'entraînement, ils ne permettent pas d'accéder aux efforts maximaux retrouvés dans les sports de combat, qui sont constitués d'efforts acycliques de courte durée. Et surtout, ils n'utilisent pas la gestuelle spécifique. Le sac de frappe, sans être aussi précis qu'un exercice de course en piste ou en navette pour calibrer le travail, le sac permet néanmoins de créer des séances visant une filière spécifique. Si le paramètre temps est facile à mesurer, l'intensité d'exécution est en revanche plus subjective. En effet, la force des frappes, le nombre de coups ou les techniques utilisées modifient l'intensité de l'exercice. La solution est soit d'imposer ces paramètres, soit que le combattant puisse situer ses propres zones d'effort en se connaissant. Un autre avantage du sac de frappe est qu'il permet un développement de l'endurance musculaire locale, les épaules, les pectoraux, les triceps, les fessiers, etc. et l'utilisation de gestes spécifiques à votre discipline. La présence des sacs dans la salle d'entraînement facilite la logistique. Il est aisé de passer d'exercices avec des partenaires aux exercices de sac. Les pattes d'ours, palettes ou PAO, utilisés en leçon individuelle par l'entraînement, ces outils permettent de solliciter le combattant avec des combinaisons techniques totalement spécifiques, en utilisant des signaux visuels. De plus, c'est l'entraîneur qui module la forme et le rythme de répétition des enchaînements. L'intérêt est de travailler sur des actions rapides et précises, basées sur des enchaînements très spécifiques. Enfin, le travail en situation avec partenaire permet de s'approcher le plus possible des efforts rencontrés en compétition. C'est le travail de sparring avec un partenaire. C'est un passage incontournable. Néanmoins, au cours du développement, la méthodologie et la structure nécessaires pour le développement de l'endurance ne peuvent se satisfaire de cette forme de travail. Les actions du partenaire, l'incapacité de pouvoir frapper à puissance réelle, etc. est un frein dans le développement.
On ne prépare pas à en faisant comme. Pour être cohérent et efficace, le développement de l'endurance doit être planifié en 2 périodes majeures, celle de l'endurance générale et celle de l'endurance spécifique. La période de l'endurance générale permet de faire acquérir aux sportifs des capacités à suivre un entraînement spécifique intensif et volumineux. Le principe est de réaliser des efforts dans les zones extensives des filières sous leur forme capacité. Pour l'endurance spécifique, les périodes de développement permettent de solliciter au maximum le potentiel utile à la performance. Il faut réaliser des efforts dans les zones intensives des filières sous leur forme puissance. Dans le cadre de l'endurance générale, l'objectif c'est repousser le seuil de la fatigue pour des efforts continus ou répétés en intégrant la notion de volume, en réalisant des efforts sous l'aspect énergétique capacité, mobilisant l'ensemble des groupes musculaires. Pour l'endurance spécifique, la deuxième phase, il faut répéter des gestes spécifiques à la discipline en limitant leur dégradation technique. Il faut donc réaliser des efforts sous l'aspect énergétique puissance en mobilisant les groupes musculaires concernés par les gestes techniques de votre discipline. La durée de chaque période est à individualiser au cas de chacun, en fonction de son niveau individuel. Mais il faut garder en tête l'ordre des choses. Vouloir développer la puissance aérobie chez un combattant qui n'a pas une capacité aérobie suffisante n'a pas de sens. A contrario, trop insister sur le développement général au détriment du spécifique est également une erreur. Dans la quasi-majorité des ouvrages dédiés au développement de l'endurance, les intensités de travail sont données par rapport à des critères de VMA, de PMA ou de FC. Exemple, courir 30 à 60 minutes à 75-85% de la VMA. Alors si ces éléments sont des critères incontournables pour les spécialistes de l'endurance, ils sont bien moins utilisables pour les combattants. Dans le meilleur des cas, vous pouvez équiper le combattant pour des efforts de type aérobie d'un cardiofréquence-mètre ou connaître le résultat d'un test de VMA que vous lui avez fait passer précédemment. Mais lorsque les séances se font au sac, en cross-training, à la leçon ou même en navette dans la salle, eh bien, il va falloir procéder autrement qu'à partir de ces éléments. Pour autant, il faut cibler les zones de travail en estimant celles-ci quel que soit l'outil, course, cross-training, sac de frappe, PAO, opposition, etc. Alors la précision de l'intensité des exercices ne sera peut-être pas optimale, mais des principes d'exécution vont nous permettre de situer les zones cibles aérobie, anaérobie lactique et anaérobie alactique. Pour résumer le calibrage des efforts par filière, en ce qui concerne l'anaérobie alactique, qui correspond au développement de l'aptitude à produire des coups et des enchaînements explosifs et gagnants en termes d'efficacité et de précision. Ils sont fortement liés à la gestuelle et à la coordination. La modalité de mise en œuvre des exercices doit être faite à partir d'efforts qui sont réalisés à vitesse maximale sur le temps imparti. La récupération sera légèrement active entre les répétitions et le repos sera complet pendant au moins 5 minutes entre les séries. Les outils privilégiés seront le sac de frappe, la leçon individuelle et le travail avec un partenaire. Pour la partie à réaliser durant la partie de développement de l'endurance générale, donc la capacité anaérobie lactique, je préconise 3 à 4 séries de 5 fois un effort de 15 secondes alterné avec une récupération de 15 à 30 secondes. Pour la partie à réaliser durant la période d'endurance spécifique, donc la puissance anaérobie lactique, 3 à 4 séries de 5 fois un effort de 5 secondes s'alternera avec une récupération de 30 à 50 secondes. Comme les temps de récupération sont longs, vous pouvez proposer des exercices techniques simples pour conserver les sportifs dans un état de concentration optimal. Pour l'anaérobie lactique, dont le développement consiste à améliorer l'aptitude à réaliser des échanges puissants et répétés dans une reprise et lorsque l'organisme accumule de l'acide lactique. Exemple, les deuxièmes parties de combat qui sont assez longs.
La modalité de mise en œuvre va se faire à partir d'efforts réalisés à rythme maximal sur le temps imparti. Il n'y a pas de notion de gestion de l'effort. On part vite et on cherche à résister. La récupération sera légèrement active entre les répétitions et un repos complet de 6 à 8 minutes devra être observé entre les séries. Les outils privilégiés pour réaliser ce travail à rythme maximal seront la course, que ce soit en navette ou sur la piste, et le sac de frappe. Le travail à réaliser pendant l'endurance générale, donc la capacité anaérobie lactique, se fera avec 2 à 3 séries de 4 répétitions d'efforts compris entre 1 minute et 1 minute 30, alternés avec des récupérations de 3 minutes. Pendant la période de développement d'endurance spécifique, donc la puissance anaérobie lactique, 2 à 3 séries de 4 répétitions d'efforts compris entre 20 et 40 secondes, alternés avec des récupérations de 3 fois le temps d'effort. Si le rythme ne peut pas être maintenu, car ce sont des efforts qui sont vraiment très fatigants, très exigeants, il faut stopper le travail. Ou bien il faut avoir conscience que l'on n'est plus dans la filière lactique, d'accord, et donc vous changez à ce moment-là votre objectif de travail. Pour le travail aérobie en capacité, l'objectif est le développement de l'aptitude à répéter des entraînements fréquents et d'intensité élevée. Il faut améliorer la capillarisation de l'ensemble des muscles pour une meilleure utilisation de l'oxygène. La modalité des exercices se fait en général à partir d'efforts d'intensité moyenne. L'intensité est comprise entre 70 et 85% de la FC max. Les outils qu'on utilise les plus adaptés sont les courses, les footings ou toute autre activité moyennement intense. Le cross-training également, mais on travaille aussi l'aérobie en capacité durant les exercices et les séances orientées plutôt technico-tactiques. Les exercices doivent durer en général entre 30 et 60 minutes. Le développement se fera pendant la période d'endurance générale. Pour l'aérobie en puissance, dont le développement permet d'améliorer l'aptitude à maintenir un niveau d'effort élevé pendant la rencontre et à réitérer des accélérations, vous devez réaliser pour l'entraînement des efforts intenses avec la fréquence cardiaque qui est proche de son maximum. En général, on va dire supérieur à 90% de la fréquence cardiaque maximale. Les récupérations sont légèrement actives entre les répétitions et les repos entre les séries vont être d'une demi-fois le temps de cette série. Les outils privilégiés sont soit la course en extérieur, sur piste, en navette, soit le sac de frappe, du cross-training ou encore du travail avec un partenaire en opposition. Le travail se fait lors de la période développement de l'endurance spécifique. On travaille la puissance aérobie et l'organisation du travail se fait à partir de 2 à 3 séries de travail qui vont durer 6 à 10 minutes chacune, où à l'intérieur de cette série vous allez alterner des efforts compris entre 10 secondes et 1 minute, alternés avec des récupérations qui seront égales au temps d'effort. On pourra diminuer parfois ce temps de récupération pour durcir l'exercice. Attention, plus le temps d'effort est court, 10 secondes comparé à 20 secondes ou 30 secondes, plus l'intensité doit être élevée. Ce qui est bien, c'est de moduler des alternances dans les séries. Exemple, une première série qui va être faite en 6 x 30-30, une série 2 qui va être 9 x 20-20 et une série 3 qui sera de 12 x 15 secondes. Comme il a été dit dans le chapitre sur la méthodologie de l'entraînement, il peut être utile d'évaluer le niveau d'endurance du combattant. Cela permet de savoir s'il présente une déficience sur l'une des qualités et d'engager alors un travail de développement ciblé. Pour l'évaluation des qualités de type aérobie, les tests ciblent en général l'évaluation de la vitesse maximale aérobie et donc indirectement du VO2 max. En plus de cibler une déficience sur le plan aérobie du combattant, l'évaluation chiffrée de la VMA
14, 15, 16, 17 km/h, permet de calibrer les rapports distance-temps utiles pour les séances de développement aérobie, mais également anaérobie lactique lors de séances de piste ou de navette. Les tests facilement réalisables pour évaluer les qualités de type aérobie sont le demi-Cooper, où le principe est de parcourir sur une piste la plus grande distance possible en 6 minutes. L'avantage, c'est qu'en prenant la distance parcourue en mètres, par exemple 1650 mètres, vous la divisez par 100 et vous obtenez directement la vitesse maximale aérobie. 1650 divisé par 100, ça fait une vitesse maximale aérobie de 16,5 km/h pour votre combattant. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être réellement un spécialiste de la course à pied pour effectuer ce test, qui est assez court, et obtenir ainsi un résultat valide. En poursuivant un protocole lors de l'échauffement, l'évalué détermine la vitesse moyenne qu'il devra tenir lors du test pour ne pas courir sur des bases trop basses ou trop élevées. Il existe aussi le test navette par palier de 20 mètres avec blocage du pied derrière la ligne tracée, qui correspond à un travail avec une bande sonore. La vitesse augmente automatiquement toutes les minutes. Le sujet s'arrête lorsqu'il ne peut plus suivre le rythme imposé. L'avantage, c'est que c'est un test, ce qu'on appelle progressif. Il existe d'autres tests, comme le CAT test, le VAMEVAL, etc. À noter que les combattants adultes doivent au moins avoir un VO2 max compris entre 45 et 60 ml par minute par kilo pour les garçons et entre 42 et 55 pour les filles. En deçà, vos combattants ne sont pas d'un niveau suffisant pour pouvoir permettre de performer. Pour l'évaluation des qualités de type anaérobie lactique, les tests peuvent être réalisés pour déterminer la capacité du combattant, donc à maintenir un niveau d'échange très élevé à chaque reprise. Il existe l'épreuve du 400 mètres. Le principe, c'est d'être sur une piste, de courir 400 mètres étalonné de 100 mètres en 100 mètres, à la vitesse la plus élevée possible. Vous chronométrez le deuxième et le dernier 100 mètres, et vous faites le rapport entre ces deux relevés, et le résultat proche de 1 vous prouve une bonne résistance lactique de l'individu. Il existe aussi un test très éprouvant qui est le test australien, où le principe est de parcourir en navette pyramidale. Vous avez 5 plots espacés de 5 mètres, une distance la plus grande possible, donc à vitesse maximale. Pour le premier aller-retour, le participant ira du plot de départ au plot 1, il revient, puis ensuite il va au plot numéro 2 qui est situé à 10 mètres, il revient, et ainsi de suite. Vous devez faire 6 répétitions de 30 secondes, espacées de 35 secondes de récupération entre les séries. Ensuite, il faut calculer la distance par 30 secondes et la distance totale parcourue. On peut en dégager 3 indicateurs, la distance maximale lors des 30 premières secondes, la distance totale et la distance minimale. Plus l'écart est grand entre le mini et le maxi, moins bonne est la qualité lactique du combattant. L'avantage de ce test, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi comme séance d'entraînement. Enfin, pour évaluer les qualités de type anaérobie, en termes énergétiques, on ne réalise pas de test au sens pur de cette qualité. Ce sera lors des évaluations d'explosivité ou de vitesse qu'on va les tester. Pour développer l'endurance, il faut répéter les séances. Environ 10 séances minimum par cycle, espacées de 48 à 96 heures en fonction de la difficulté de la séance. Les formes de travail, comme on l'a vu précédemment, pourront être la course, le sac de frappe, le cross-training ou l'activité de combat ou l'activité spécifique. Il est important de développer les deux formes pour chaque filière, la capacité dans un premier temps et la puissance dans un deuxième temps. Nous verrons aussi qu'on peut travailler les 3 filières lors d'une même session, lors d'une même séance, dans le but d'optimiser le temps dévolu à l'entraînement. La programmation des séances et l'élaboration de leur contenu. Cela concerne la séance en elle-même, mais également l'harmonie et la cohérence avec l'ensemble du plan. Les séances de course, de sac, de cross-training, d'opposition viennent s'intégrer dans un plan de préparation globale. Par commodité, il est plus facile de placer la séance un jour précis de la semaine.
La séance peut être dédiée au développement d'une seule qualité, mais pour des raisons d'optimisation des créneaux disponibles d'entraînement, au moins 2 qualités seront ciblées. 3 dans la séance peuvent parfaitement être travaillées. Ces qualités seront sollicitées de nouveau lors de séances spécifiques à la discipline, technique, tactique, opposition, ou de séances mixant des efforts cardiovasculaires et de force, le cross-training. Évidemment, des séances mixant par alternance de travail, la préparation physique et la technico-tactique seront également mises en place. L'objectif final de cette organisation étant de solliciter de façon répétée les différentes qualités nécessaires. On ne peut pas se satisfaire d'un entraînement unique dans la semaine. Il faut répéter ou faire des rappels de travail vis-à-vis du développement énergétique. Dans l'exemple présenté ci-dessus, les filières seront sollicitées en capacité lors de la période de préparation générale et en puissance lors de la période de préparation spécifique. Le lundi est dédié à la séance de développement de l'énergétique. Le mercredi et le vendredi, un rappel des qualités sera fait à travers les exercices spécifiques à la discipline. Travail de vitesse, de puissance aérobie, etc. Enfin, le samedi, une séance cross-training permettra de travailler la force et l'endurance. Si une séance est mono-objectif, le calibrage des exercices se fait suivant les indications données précédemment, dans la partie résumée du calibrage des efforts par filière. En revanche, si la séance a de multiples objectifs, le nombre de séries doit être diminué. Dans tous les cas, il est très important de respecter les règles de séquencement suivantes. D'abord les exercices alactiques, ensuite les exercices lactiques, puis pour finir les exercices en aérobie. Pourquoi ? Parce que les exercices liés à la vitesse doivent se faire sur un organisme frais et reposé, et que les exercices de type aérobie favorisent la réutilisation des lactates qui seraient produits par les exercices lactiques. De plus, si les exercices de développement physique s'alternent dans la séance avec des exercices techniques et tactiques, alors le séquencement doit être le suivant. Les exercices physiques alactiques, l'apprentissage technique, les exercices physiques lactiques, la répétition d'enchaînements ou de thèmes, des exercices en aérobie, puis pour terminer, par exemple, une opposition à thème ou libre. Pourquoi ce séquencement ? Parce que les exercices de vitesse permettent d'améliorer la mise sous influx nerveux et potentialisent l'apprentissage d'exercices techniques. Les exercices fatigants, tels lactique ou la puissance aérobie, permettent de mettre le combattant dans un état où il devra utiliser des schémas connus en limitant la perte de qualité de réalisation. Lorsque les compétitions approchent, il ne faut plus axer le travail sur le développement, mais à ce moment-là sur le maintien des qualités énergétiques. Le volume global des exercices doit être diminué, alors que l'intensité est maintenue. De plus, seuls les exercices alactiques et puissance aérobie seront travaillés. Le travail lactique est supprimé des séances pour ne pas engendrer de fatigue délétère sur l'organisme du combattant. Enfin, des exercices que l'on nommera temps réel, c'est-à-dire des alternances acycliques des compétitions, seront mises au programme. Toute cette partie mise en pratique sera développée dans la partie 2 du cours qui traitera du contenu des séances de développement de l'aspect énergétique.